Nous vous proposons de retrouver dans un instant une rencontre enregistrée dans le cadre de la 8e édition du festival L'Histoire à venir, entrecroisant sciences, arts et littérature, qui se tenait du 15 au 18 mai 2025 à Toulouse et la région Occitanie, autour de la thématique « À l'écoute ». Bien, bonjour à tout le monde et bienvenue donc, pour cette nouvelle édition du festival Histoire à venir. Je fais juste 2 petites minutes d'introduction en tant que membre du comité éditorial de ce festival. Donc moi je m'appelle Nicolas Tessandier, je suis historien des origines, enfin préhistorien, mais les historiens acceptent qu'on vienne jouer avec eux, et donc on est ravis d'accueillir tout le monde donc pour cette édition à l'écoute. Vous savez que l'Histoire à venir, pour ceux qui connaissent maintenant et qui sont fidèles, est un festival donc d'histoire interdisciplinaire avec donc tout un tas de ramifications dans les sciences humaines et sociales et même dans les sciences plus dures parfois pour certaines rencontres. Que donc vous avez une thématique à l'écoute qui là va être l'objet d'une de ces dérivations avec la rencontre d'aujourd'hui. Je veux simplement vous remercier d'être là et vous dire que l'Histoire à venir est un festival qui est organisé, fondé par 4 partenaires institutionnels qui sont la librairie Ombre Blanche, pour commencer par elle, qui nous accueille aujourd'hui, qui est un partenaire important bien évidemment, le Théâtre Garonne où vous avez aussi un certain nombre de rencontres, notamment les fins de journée, les éditions Anacarsis et l'université Toulouse-Jean Jaurès où pour ma part je travaille, ainsi que Laurent. Voilà pour les petits mots introductifs qu'on fait à chaque rencontre, et sinon on va vous souhaiter une bonne rencontre. Donc vous êtes avec Laurent Gabaye et Grégory Delaplace qui vont vous parler de ce que Laurent va vous introduire tout de suite. Et très bonne rencontre à tout le monde. Merci Nicolas, et merci de voir une salle aussi remplie, ça fait toujours plaisir, comme tu le dis, ça va pas de soi en fait, les festivals, il faut les monter, et puis voir qu'il y a du monde au rendez-vous. Merci à Ombre Blanche de nous accueillir, tout ça est très réjouissant, et merci bien sûr à Grégory Delaplace d'avoir accepté cette invitation. Alors tu n'es pas que là, tu étais là un peu hier aussi, mais on est ravis d'avoir l'occasion de discuter de ce livre, dont je vais dire quelques mots d'introduction, te présenter bien sûr. On va plutôt avoir la forme de l'échange, on va discuter un peu, je vais le relancer pendant une petite heure, et puis on aura une demi-heure d'ouverture vers la salle. Et voilà. Et donc le livre dont on discute aujourd'hui, alors vous ne le voyez pas sous vos yeux, La Voix des fantômes, est-ce que j'ai le sous-titre, Quand débordent les morts. Grégory Delaplace est actuellement directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où tu occupes la chaire d'anthropologie du religieux, dans cette vénérable institution. Tu es un spécialiste de la Mongolie, où tu conduis des recherches depuis un peu plus de 20 ans. On commence à rentrer à l'âge où on ne compte plus exactement le nombre d'années qui te séparent de ton premier terrain. Je ne vais pas faire du tout ton CV, mais je peux quand même signaler que tu as une formation académique qui est importante dans ton parcours, et même si on a le temps d'y entrer dans la forme que prend ce livre, où tu as une double filiation. Tu as été formé à cette école française de Robert Tamaillon, très récemment disparue, qui représente le pôle quand même de l'anthropologie de la Mongolie en France, et de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, où tu as fait tes recherches postdoctorales sous la direction de Caroline Humphrey, haute figure éminente de l'anthropologie dans sa version anglaise. Et tu as navigué, et tu continues de naviguer régulièrement entre Cambridge et Paris et Toulouse, où tu es aujourd'hui, quoi. Donc ce livre qu'on va discuter aujourd'hui, c'est déjà ton 3e quand même, en tant qu'auteur principal. Alors vous avez, bonne nouvelle, j'ai vu en entrant dans la librairie qu'il y a une série d'ouvrages dans lesquels tu as contribué. Là c'est ton 3e livre en tant qu'auteur principal. Et je dois dire, comme ça c'est levé d'emblée, tout le plaisir que j'ai eu à te lire. C'est un livre, je fais la pub un peu, pour vous inciter à le lire, parce que c'est ce que je considère être un très bon livre d'anthropologie, au sens où c'est passionnant, le sujet est tout à fait intéressant, très bien écrit, c'est très accessible, et très stimulant dans l'originalité des thèses que tu proposes à la fin. Donc on part d'une ethnographie minutieuse, de cas très documentés, jusqu'à des hypothèses bien plus larges. Comme le titre l'indique, la voix des fantômes, ce livre cherche à donner une voix à ces êtres étranges que sont les fantômes, des spectres, des poltergeists, enfin vous avez toutes sortes de manifestations invisibles, mais autrement dit, ces morts, ce type de morts qui reviennent hanter les vivants.
Le tour de force de cet essai, puisque c'est un peu comme ça que tu le présentes, c'est plus seulement un livre, c'est un essai, et de prendre ces sujets qui interviennent dans le monde, c'est-à-dire de les prendre au sérieux, de prendre les fantômes au sérieux, de les considérer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des sujets qui interviennent dans le monde de manière plus ou moins bienveillante. Il faut bien le reconnaître, et que ton livre traite plutôt des sources de tracas qu'autre chose. Hein. C'est rarement des manifestations bienveillantes. Et donc, il persécute un peu les humains auxquels ils apparaissent. C'est un genre de projet intellectuel qui n'est pas sans difficulté. On y reviendra sans doute, puisque pour mener ça à bien, il faut, à des fins analytiques, c'est classique en anthropologie, mais ça vaut le coup de le rappeler, suspendre totalement la question qui brûle les lèvres de l'Assemblée, je présume, c'est-à-dire les fantômes, ça existe, oui ou non. Et évidemment, en tant qu'anthropologue, tu as peut-être un avis sur la question, et il faut liser le livre et vous saurez un peu ce qu'il pense, mais il est plus raisonnable de s'interdire ce genre de questions pour essayer de capter l'épaisseur de leur existence sociale. Autrement dit, la vraie question, c'est comment les fantômes existent. Mais tu vas en fait un peu plus loin, et on y reviendra sans doute, ou j'essaierai de te relancer si tu ne le fais pas d'emblée. Tu vas un peu plus loin en tentant de prendre véritablement le point de vue des morts. Et ça ne va pas de soi, ce n'est pas immédiatement accessible. Par ce livre, tu poursuis sous un argument pas entièrement nouveau, mais plus affirmé, plus ambitieux, un projet intellectuel qui s'est forgé il y a déjà longtemps, au travers de ton premier livre, que vous avez à l'entrée, L'invention des morts, Sépultures, fantômes et photographies en Mongolie contemporaine, qui était le livre tiré de ta thèse, et qui t'avait fait envisager le rapport quotidien que les Mongols entretiennent avec leurs morts. Et c'est là que tu as rencontré tes premiers fantômes, ou en tout cas collecté des histoires de morts qui s'immiscent de manière impromptue dans la vie des vivants. Pour le dire autrement, et c'est comme ça que tu le dénommes, mais c'est sans doute le bon label, une anthropologie de l'invisible, et qui t'a mené vers un deuxième livre, qui est là aussi, à l'entrée, qui s'appelle Les intelligences particulières, sur un objet un peu différent, qui était en fait une enquête sur les maisons hantées anglaises, globalement de la deuxième moitié du XXe, ou plus précisément, une enquête sur des enquêtes, dans le sens que tu t'es appuyé sur des archives de la Société pour la recherche psychique, Society for Psychical Research, donc sur des travaux d'hommes et de femmes consultés ou sollicités ou qui s'imposent eux-mêmes pour trancher le fondement des phénomènes étranges qui se produisent dans certaines maisons pour certaines personnes. La Voix des fantômes, donc le livre dont nous parlons aujourd'hui, reprend en partie les matériaux ethnographiques mongols avec lesquels tu es le plus familier par des longues séquences immersives, à la fois tes propres matériaux, mais aussi ceux des collègues qui ont travaillé en Mongolie, mais aussi toute une série d'études de cas, des études de cas abordées dans la recherche sur les maisons hantées, c'est aussi présent dans le livre, mais aussi d'autres cas comparables ou cas qui présentent suffisamment d'analogies pour entretenir un appareillage comparatif, pour commencer à dire des choses un peu plus générales sur l'invisible. L'Europe médiévale, en Amazonie, en Inde, au Vietnam, en Chine. La liste est longue. Tout le monde entier n'est pas pris, mais quand même suffisamment de cas, suffisamment différents pour que tu puisses opérer une montée en généralité. Et ça permet quand même de tenir un argument assez fort sur ce qu'on a tendance à tenir pour acquis dans notre rapport aux morts. L'idée, en gros, que les fantômes seraient en quelque sorte des morts qui échouent à devenir des ancêtres. Et ton propos, on y reviendra, est justement de dire l'inverse. En fait, les ancêtres, c'est plutôt des fantômes qu'on a mis au pas. Et au commencement, étaient plutôt les fantômes. Donc, bon, ça, c'est le grand argument sur lequel on viendra. Avant d'entrer dans ces questions-là, peut-être, si tu en es d'accord, pour qu'on parte tous sur un pied d'égalité avec la salle, je voudrais bien que tu nous racontes un peu comment les fantômes sont arrivés dans ta vie d'abord d'ethnographe, avant d'arriver aux conclusions que tu peux tirer dans ce livre-là. Et on a toujours, c'est un truc classique des anthropologues, je ne fais que te tendre une perche que tu ouvres, que tu tends toi-même dans le livre, en disant c'est classique pour les anthropologues d'avoir des scènes vécues à un moment, des choses qui résistent à l'interprétation, et qui nous obsèdent suffisamment longtemps pour mener une recherche sur pratiquement 20 ans, des choses qui nous hantent assez littéralement. Et donc, tu veux bien nous raconter l'immersion des fantômes dans ta vie d'ethnographe ?
Avec plaisir. Merci beaucoup Laurent pour cette introduction généreuse et merci à Ombre Blanche de cette invitation. Merci au festival d'être un festival et merci à vous d'y participer. Les fantômes ont surgi à partir d'une impossibilité en fait. C'est souvent le cas d'ailleurs. Les fantômes ont tendance à émerger d'un empêchement et ethnographiquement c'est aussi comme ça qu'ils se sont présentés à moi. Tu l'as rappelé, j'ai fait ma recherche sous la direction de Robert Tamayon. Qu'est-ce qui se passe quand un ethnographe part sur le terrain pour la première fois? Il doit apprendre la langue, choisir un terrain, ça, c'est bon, on ne va pas aller jusque-là, mais il doit choisir un sujet aussi. On part rarement sur le terrain en se disant je vais travailler sur les Achuar d'une manière générale, je vais travailler sur les Islandais ou je vais travailler sur les Chinois, enfin je veux dire ça n'a aucun sens. Donc je ne suis pas parti avec l'idée que j'allais travailler sur les Mongols. Il y a plein de gens qui travaillent sur plein de sujets en Mongolie, il fallait m'insérer aussi dans un paysage académique très concrètement pour, en tant que jeune étudiant de maîtrise de 20 ans, se dire voilà quelle description je vais essayer d'obtenir et d'opérer. Et ce sujet, donc, c'était la mort. Avec ma directrice de recherche, on s'est dit, ce serait intéressant parce que on manque de données sur la façon dont les Mongols traitent leur mort aujourd'hui, à l'époque actuelle. C'est intéressant aussi parce que ça a changé dans le passé récent de la Mongolie. Bref, en tant qu'ethnographe, j'étais missionné pour aller documenter les rituels funéraires en Mongolie. Ça me semblait quelque chose d'absolument simple. Je veux dire, il n'y avait pas de problème a priori à faire ce sujet puisque j'étais déjà suffisamment informé de la littérature anthropologique pour savoir que les rituels funéraires, c'est un sujet classique de l'anthropologie. Il y a plein d'ethnographes qui ont fait des ethnographies des rituels funéraires partout dans le monde. Donc pourquoi pas en Mongolie, quoi. C'est qu'au moment où je suis arrivé sur les campements nomades du Nord-Ouest où j'ai choisi de travailler, c'est qu'au moment où j'ai commencé à vraiment m'insérer dans la vie sociale et à comprendre quel genre d'événement était la mort en Mongolie, que j'ai vu la difficulté du sujet. C'est-à-dire que, contrairement au contexte villageois dans lesquels les rituels funéraires sont des événements collectifs, qui se passent au centre du village, avec des manifestations publiques, etc., les rituels funéraires en Mongolie sont des occasions extrêmement intimes, voire intimistes. Donc, pour être invité à participer à des rituels funéraires, en gros, il faut connaître la personne qui meurt. Donc, en tant qu'ethnographe, pour pouvoir être invité à participer à des rituels funéraires, il fallait que je me rapproche de personnes qui allaient mourir bientôt. Ce qui, même à 20 ans, m'est apparu comme une horreur, quoi. Et un pacte ethnographique impossible à passer avec les personnes avec qui je travaillais, quoi. Donc, les rituels funéraires, en fait, sont devenus un sujet compliqué. Compliqué, mais quand même passionnant. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, je traîne dans les cimetières. J'étais très heureux que Robert Tamayon me propose de travailler sur la mort. Mais donc, je ne pouvais pas travailler sur le rituel. J'ai quand même traîné dans les cimetières. Ça m'a attiré plein de problèmes dont on pourra parler après. Les cimetières, c'est vraiment des lieux pas recommandables en Mongolie. Mais ça suffit pas à faire un sujet, quoi. Donc j'étais un petit peu embêté. Je me souviens d'avoir écrit à cette époque, donc avec du papier et un crayon, une lettre à ma directrice de recherche en disant je ne sais pas quoi faire, sur quoi je vais travailler. Et elle m'avait répondu, donc 2 mois après j'avais reçu la réponse, elle m'avait dit vous allez trouver, votre ethnographie, comme toutes les ethnographies, sera faite de votre imprégnation de tout ce qui vous entoure, levez la tête. Et vous verrez, vous allez trouver la direction à prendre pour vos descriptions. Et bon, je me souviens de lire cette lettre au milieu d'une yourte et de dire, bon, levez la tête, je ne vais pas avoir un mort en levant la tête, quoi. Et donc je lève la tête, et là je vois les vitrines de photographie au fond de la yourte. Et qu'est-ce qu'il y a dans les vitrines de photographie? Des photos de morts. Ah, mais en effet, donc le conseil de la directrice de recherche était arrivé à point nommé, une très bonne directrice de recherche, presque médiumnique, quoi. Et donc de fil en aiguille, je me suis dit, bon, je travaille sur les sépultures, je travaille sur les photos. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres circonstances dans lesquelles les morts surviennent, quoi? Et je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de travailler sur les circonstances dans lesquelles les morts apparaissent. Est-ce qu'on a recueilli des histoires de fantômes en Mongolie? Est-ce qu'en ethnographie, en anthropologie, on s'est vraiment intéressé aux histoires de fantômes que les gens racontaient, au-delà du caractère anecdotique et un peu folklorique des croyances aux fantômes? Est-ce qu'on s'est vraiment interrogé sur les manières dont l'invisible apparaissait dans les mondes humains?
et la façon dont les morts, la forme selon lesquelles les morts apparaissaient aux vivants. Et donc j'ai entrepris de faire ça. Je me suis dit, ah ben voilà, c'est ce que je vais faire. En fait, ethnographiquement, je vais recueillir des récits de rencontres à la première personne avec des fantômes. Pas des légendes générales de « on raconte que cette colline est hantée » ou « il y a longtemps, une personne a rencontré un fantôme à tel endroit ». C'est plutôt « une nuit, j'étais couché et voilà ce qui m'est arrivé ». Ou, à la limite, une nuit, mon oncle était couché et voilà ce qui lui est arrivé. Et de voir aussi la façon dont des récits à la première personne et des récits rapportés diffèrent. Comment on raconte l'histoire de fantômes de quelqu'un d'autre. Et là, tout d'un coup, ça m'a ouvert une perspective et un enthousiasme ethnographique énorme. Je ne voulais plus faire que ça. Je ne voulais plus faire que recueillir des récits de rencontres avec les morts. J'ai été rapidement un peu frustré. Parce que les rituels funéraires, c'est quelque chose dont la mort, c'est quelque chose dont on n'aime pas trop parler en Mongolie. Bon, les rituels funéraires, j'y avais pas accès. J'ai jamais assisté à un rituel funéraire. Je suis assez content de n'avoir jamais été témoin de la mort de quelqu'un qui était proche de moi. Bon, malheureusement, il y a des personnes qui sont mortes, mais qui étaient proches de moi en Mongolie, mais j'étais pas là à ce moment-là. Et c'est très bien. Je veux dire, je suis très content d'avoir été que cela m'ait été épargné. Mais par contre, même s'il s'agissait d'aller recueillir des histoires de fantômes, c'était pas simple. Comme tu l'as dit, les histoires de fantômes, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Ça arrive raisonnablement à un certain nombre de personnes, mais il faut aussi que ces personnes soient désireuses, enclines à vous raconter l'histoire, et il faut qu'elles sachent bien la raconter aussi. Parce que pour qu'une histoire de fantôme soit socialement significative, il ne s'agit pas forcément que ce soit une expérience spectaculaire, mais il s'agit justement que les moyens linguistiques, rhétoriques, mis en œuvre pour restituer l'apparition de l'invisible soient suffisamment sophistiqués pour accrocher une analyse et pour potentiellement accrocher une analyse comparative. Donc, la réussite de ce terrain-là a dépendu d'une sérendipité, d'un événement heureux qui a été la rencontre d'une personne, de Tsélé, qui est toujours un petit peu pas ma mère adoptive, mais plutôt une grande sœur bienveillante, qui a eu, elle, un certain nombre d'expériences, de rencontres avec l'invisible, et qui s'est révélée être, au fur et à mesure de nos entretiens, une personne sensible. Quelqu'un qui percevait le monde un tout petit peu différemment des autres. Pas qu'elle soit considérée comme un petit peu folle ou quoi, pas du tout. Et pas qu'elle soit non plus sollicitée comme spécialiste rituel ou comme médium, pas du tout. C'est une mère de famille, comme ma mère, comme ma tante, qui juste a une perception un tout petit peu augmentée du réel. C'est-à-dire qu'elle perçoit les événements météorologiques, les changements d'humeur, les événements de son corps, d'une manière un tout petit peu plus aiguë que les autres. Et donc, elle est plus sensible que la moyenne, et plus sensible que son défunt mari, aux apparitions de fantômes. Je dis plus sensible que son défunt mari parce que toutes ces histoires mettent en scène le contraste entre ce qu'elle arrive à percevoir et ce que son mari est incapable de percevoir. Il est toujours en train de dormir, il est toujours en train d'être sourd ou de ne pas la croire. Et évidemment, les histoires finissent en général par elle étant confirmée dans la perception du fantôme et lui devant réaliser que juste il est passé à côté du truc. Et donc les récits que m'a livré Tsélé ont donné sa base non seulement à un travail sur les fantômes en Mongolie, mais en fait à un désir comparatif. Mais ce désir comparatif a donné lieu rapidement à une frustration, parce que d'une part, j'ai pas réussi à recueillir plus de récits qu'avec Tsélé, pas vraiment, ou alors vraiment très éparpillés, très anecdotiques. J'ai essayé d'en recueillir à la ville, notamment à Oulan-Bator, quand j'ai fait mon post-doctorat, et là j'ai recueilli que des légendes un petit peu générales, des rumeurs. C'était intéressant, hein, mais c'était pas ce que je cherchais. Je cherchais vraiment un matériau sensible pour documenter l'émergence des morts dans la vie des vivants et la façon dont les morts prennent une épaisseur tout d'un coup, ou plutôt dont l'épaisseur, les événements par lesquels l'épaisseur des morts prend consistance dans la vie de ceux qui les aperçoivent. C'est-à-dire que des histoires qui restituent la présence que les morts avaient déjà avant qu'on les perçoive. Mais la présence dont les morts, tout d'un coup, peuvent se prévaloir, la présence que les morts, par lesquels les morts révèlent leur mode d'existence dans le monde. C'est un petit peu ça que je cherchais. Et je me disais, je vais en trouver dans l'ethnographie publiée. Or, mes collègues
avaient rarement eu l'intérêt de restituer verbatim les histoires de fantômes. Il y avait plutôt une tendance à les synthétiser pour essayer de saisir les croyances locales sur ces êtres. Ce qui était intéressant, encore une fois, mais ce qui m'arrêtait un petit peu dans l'effort comparatif. Donc, ce projet a été un petit peu suspendu jusqu'à ce que je trouve cette base documentaire incroyable, en fait une espèce de caverne d'Ali Baba, exactement ce que je cherchais, des gens qui avaient eu exactement le même kink que moi, quoi, et c'est la Society for Psychical Research, la Société pour la recherche psychique, qui avait été créée en fin du 19e siècle par des scientifiques et des notables anglais pour recueillir des phénomènes, des récits ou des observations de phénomènes paranormaux. Parmi lesquels, en Angleterre, évidemment, des récits de maisons hantées, c'est-à-dire des témoignages de la part de personnes qui habitaient dans une maison où il se passait des choses inexplicables. Donc là, je suis tombé sur des centaines de témoignages qui permettaient vraiment précisément de décrire comment les fantômes surviennent dans la vie des personnes ordinaires, en fait, encore une fois, qui ne sont pas forcément médiums, qui ne sont même pas forcément particulièrement sensibles, mais qui se trouvent confrontés face à un truc qu'ils doivent gérer, quoi, qu'ils doivent prendre en charge, qui est, il y a quelqu'un dans ma maison, en fait. Il y a quelque chose, en tout cas, qui m'interpelle dans la maison où je vis, et je ne suis pas nomade, je ne peux pas me déplacer pour éviter ce truc, donc il faut soit que je déménage, soit que je vive avec. Et les enquêteurs de la Société pour la recherche psychique donc, étaient dépêchés sur les lieux et essayaient d'enquêter, de documenter les conditions d'apparition des morts. Donc ce qui était censé être au début une excursion comparative pour relancer mon travail sur la Mongolie est devenu un hémisphère de ma recherche, et c'est devenu un champ de recherche à part entière, parce que c'est trop intéressant. Et il y a trop d'enquêteurs fascinants dont on a envie de restituer le mode d'enquête à différentes époques de l'histoire anglaise, en plus. C'est-à-dire que chaque époque a ses fantômes, et on peut étudier un petit peu chaque époque de l'Angleterre du XXe siècle à travers ces fantômes. La Société pour la recherche psychique existe toujours. Vous pouvez adhérer et potentiellement aller faire des enquêtes dans les maisons hantées. C'est pas tout à fait vrai, parce que ils ont arrêté de faire ça, en fait. C'est le sujet du livre que t'as cité. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils se disent, donc de l'après-Deuxième Guerre mondiale, ils se disent qu'en fait, les maisons hantées, c'est trop désorganisé, c'est un marécage, en fait. Ils disent c'est trop compliqué d'étudier le paranormal à travers les maisons hantées. On ne sait pas qui a vu, on n'arrive pas à vraiment distinguer qui a parlé à qui a influencé qui a vraiment vu quoi. Donc eux, ça les intéresse pas, parce qu'ils n'arrivent pas à établir la factualité de l'événement psychique dans les maisons hantées. Donc ils abandonnent les maisons hantées pour des raisons qui ne sont pas les bonnes raisons en termes ethnographiques, puisque moi justement, ce qui m'intéressait, c'était de voir l'entrelacement et l'enchevêtrement des témoignages et la façon dont une expérience de hantise, tout d'un coup, émerge de perceptions dispersées, quoi. Donc comment une intelligence particulière des lieux s'établit à partir de perceptions dispersées. Donc voilà, ça a été des récits qui m'ont encore une fois happé. Donc tout ce travail sur les fantômes, et ce qui a donné lieu à ce livre, c'est une tentative, se donner les moyens anthropologiques de comprendre ce qu'était cette matière ethnographique. Se donner les moyens anthropologiques de comprendre ce qu'il se passe dans ces récits d'apparition de fantômes. Je poursuis ce que tu dis là. En fait, c'est pas évident. Tu as tracé un chemin, tu viens de le dire, dans une... Il y a évidemment des mentions, il y a quelques personnes qui ont écrit des textes absolument splendides sur les fantômes, mais c'était beaucoup moins nombreux, beaucoup moins long comme réflexion que celle sur des ancêtres. Ça, c'est des morts qui ont été quand même consacrés par la discipline. On a beaucoup travaillé sur ce type de morts un peu particuliers qui deviennent des ancêtres. Et là, quand même, l'une des originalités de ton livre, c'est de dire il y a un lien entre les deux quand même. Et on a peut-être pensé les choses de la mauvaise manière en imaginant que les fantômes étaient des échecs d'ancestralisation de défunts. Et ce serait peut-être l'inverse, c'est-à-dire que les ancêtres sont une bonne manière, c'est des êtres impératifs, des fantômes qu'on a mis au pas
non pas uniquement pour s'en souvenir, mais pour mieux les oublier. Tu veux bien nous dire deux mots du rapport entre ancêtres et fantômes ou quoi? Alors oui, tu parles en les mettant bout à bout, ce qui montre que tu as très bien lu le livre, le point de départ et le point d'arrivée. Et effectivement, entre les deux, il y a une distance à couvrir, une distance conceptuelle et une distance empirique en fait à couvrir. Donc c'est de ça dont je vais essayer de dire deux mots. En effet, les fantômes ont donné lieu à moins de travaux en sciences sociales que les ancêtres. Pourquoi Durkheim le dit dès les formes élémentaires de la vie religieuse en 1912. Il dit en fait les fantômes sont des demi-ancêtres. Pourquoi les ancêtres sont plus intéressants? Parce qu'ils sont socialement productifs. Parce qu'ils participent. Robert Hertz, donc compagnon de route de Durkheim, mort très jeune, un des premiers travaux comparatifs qu'il fait sur les rituels funéraires, c'est pour montrer comment la société se reproduit par la production d'ancêtres. Donc, pas seulement malgré la disparition individuelle de ses membres, la société ne se reproduit pas seulement malgré le décès des individus qui la constituent, la société se reproduit grâce à la mort de ses membres, chaque mort étant élevée de façon à devenir socialement productive et à aider la reproduction du corps social dans son ensemble. Donc les ancêtres, c'est un point d'ancrage et c'est un tremplin fantastique pour l'étude de la reproduction sociale et de la mécanique de l'ingénierie sociale par lesquelles les sociétés se reproduisent chacune à sa manière, selon son style, quoi. La façon dont chaque sépulture porte un style funéraire particulier, c'est quelque chose que Jean-Pierre Vernant a très bien condensé dans cette formule d'idéologie funéraire, qui est fantastique, que j'aime beaucoup depuis le début de mes recherches, et qui renouvelle un petit peu mon intérêt pour les sépultures. Les sépultures portent en elles des idéologies et des styles culturels par lesquels, justement, la société se projette dans une mécanique de reproduction par l'intermédiaire de ce qu'ils font de leur mort et de certaines conceptions de l'au-delà qui sont condensées architecturalement dans une sépulture. Ça, c'est fantastique comme idée. Et ça lie en plus archéologie, histoire, anthropologie d'une façon très immédiate et très stimulante. Donc, voilà, les ancêtres, on sait quoi en faire anthropologiquement. Et il y a quelque chose d'intuitif, même si, encore une fois, il y a toujours tout à faire et tout à continuer d'étudier sur ça. Les fantômes, ils se présentent comme quelque chose qui est de l'ordre d'une discordance, d'une sortie de route sociale. Les fantômes, ils semblent faire dérailler l'ordre social ou signaler des déraillements. Et donc en ça, leur productivité sociale et la mesure dans laquelle ils peuvent nous renseigner sur la mécanique du vivre ensemble est un petit peu plus ambiguë, c'est plus difficile à saisir. Pourquoi ? Parce que c'est des phénomènes individuels. On n'a pas du tout le privilège, le monopole du scepticisme en Occident et moderne. La plupart des sociétés dans lesquelles les fantômes apparaissent rendent compte des doutes qui entourent chaque société. Tout le monde doute partout de l'apparition de fantômes et tout le monde est susceptible d'accuser d'illusions, de mensonges ceux qui pensent avoir vu un mort revenir. Depuis le début qu'on a documenté des apparitions de fantômes, ce sont des événements douteux. Ce sont des événements douteux, donc faiblement collectifs, et des événements qui semblent ne pas participer à une mécanique plus générale et ne pas dire grand-chose de la société en général, plutôt, en effet, de ratés anecdotiques d'un processus funéraire qui, pour une raison ou pour une autre, aurait échoué. La première ethnographie, anthropologie, qui montre une des premières, c'est pas la première, mais une de celles qui l'a fait de la façon la plus saisissante, c'est qui montre donc le caractère productif, socialement productif des fantômes, c'est celle de Honick Kwon sur les fantômes de la guerre du Vietnam, qui montre à quel point les fantômes de la guerre du Vietnam ne sont pas des événements anecdotiques de l'après-guerre, ce ne sont même pas seulement des reflets des difficultés auxquelles les Vietnamiens sont confrontés après la guerre, ce sont les points d'accroche à partir desquels la paix va pouvoir être effectuée. C'est-à-dire que l'adoption des fantômes et leur transformation en ancêtres est le processus par lequel les Vietnamiens vont pouvoir envisager un après-guerre, justement, et une société réunifiée après la guerre. Donc les fantômes peuvent être socialement productifs. Mais en effet, le projet du livre, c'était pas seulement de montrer tout et d'essayer de saisir les contextes dans lesquels on pouvait trouver une fonction aux fantômes. C'était, en effet, d'étudier les fantômes selon leurs propres termes. C'est-à-dire d'essayer de saisir quel genre d'êtres sont les fantômes et d'essayer de
ne pas se laisser décourager par leur caractère apparemment socialement improductif pour leur appliquer les méthodes des sciences sociales. C'est-à-dire essayer de comprendre le rôle qu'ils occupent dans les mondes humains et la manière dont ils apparaissent dans les mondes humains, en n'excluant pas le fait qu'ils puissent être un déraillement individuel de la mécanique de reproduction sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de comprendre à quel genre de situation correspond l'apparition d'un fantôme dans les mondes humains. Il était impossible, invraisemblable et en fait pas très intéressant de comparer les types de fantômes à différents endroits. Donc l'objet du livre, c'est de réancrer la comparaison sur les fantômes dans un certain type de situation qui correspond à une manière dont les morts existent dans les mondes humains. J'essaye d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Plutôt que d'étudier les fantômes et de commencer d'ancrer, d'essayer de saisir les phénomènes plutôt que d'essayer de saisir les fantômes comme un phénomène général d'emblée, j'ai pris le parti de réancrer le problème des fantômes, difficile donc, dans un problème plus simple, le problème du funéraire. Donc, plutôt que de me lancer tout de suite dans une étude comparative de quelque chose, un phénomène fuyant, un phénomène un petit peu difficile à saisir, j'ai essayé de le réancrer dans quelque chose de plus connu. Donc, qu'est-ce que c'est que les fantômes par rapport à la relation que les humains essaient partout d'établir avec leurs morts? Qu'est-ce que ça donne, les fantômes, dans le processus funéraire? Est-ce qu'on peut reprendre à nouveau frais la comparaison des dispositifs funéraires pour essayer de dire quelque chose des fantômes? C'est ça. Ce qui me permettait, entre parenthèses, de satisfaire mon désir irrépressible d'étudier des sépultures. Hein, et ce qui justifiait que je retourne dans les cimetières. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'une sépulture qui n'a pas déjà été dit en anthropologie? On pourrait dire deux choses qui sont en fait également vraies et également fausses. Les sépultures et le funéraire en général, c'est un dispositif qui sert à garantir la mémoire des défunts et donc à se confronter à réduire, à affronter l'oubli. Hein. Les humains, par le funéraire, essaient de conjurer l'oubli et de garder, de construire leur culture sur une mémoire de leur mort. Hein. Ce qui distingue les humains, ce serait de se souvenir de leur mort et de refuser de les laisser partir dans l'oubli. C'est faux. C'est-à-dire que la plupart des rituels funéraires sont en fait des dispositifs d'oubli. La meilleure ethnographie qui a montré ça, c'est celle d'Anne-Christine Taylor, chez les Achuar, qui a montré que les rituels funéraires Achuar visent à démémorer systématiquement les défunts. L'ethnographie de Patrick Williams chez les Manouches du Massif central, superbe ethnographie, nous on n'en parle pas, magnifique texte, vise à montrer que il ne s'agit pas de complètement occulter la mémoire des morts, mais il s'agit, par un silence calibré, mesuré, nuancé, de distribuer les mesures d'oubli et de souvenirs qui vont façonner le corps social manouche. Superbe ethnographie. Et en fait, dans n'importe quel rituel funéraire, l'enjeu n'est pas vraiment de se souvenir de l'ensemble des défunts et de tout ce qui concerne chaque défunt, mais plutôt de sélectionner dans le corps, la communauté des défunts, ceux sur lesquels la mémoire sociale va s'appuyer, et les critères, les caractéristiques de chaque défunt qui vont être retenues et qui vont être jugées pertinentes pour, encore une fois, la reproduction du corps social. Donc les rituels funéraires sont tout autant des dispositifs d'oubli que des dispositifs de mémoire. Parce que, évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et dire que les rituels funéraires visent à garantir l'oubli. Hein, ça serait complètement paradoxal et trop contre-intuitif. Évidemment, les rituels funéraires, en tant qu'ils visent en général à fabriquer des monuments, sont des dispositifs de mémoire. Donc, où est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve dans une espèce d'impasse, quoi. Donc, les rituels funéraires, comparativement, c'est quoi? C'est des dispositifs qui visent à garantir l'oubli et la mémoire des morts, en proportion variable. Qu'est-ce qu'on va comparer anthropologiquement? Qu'est-ce qu'on va dire de ça?
On va comparer les proportions d'oubli et de mémoire d'une société à l'autre. Comment réintroduire la notion de style? Comment essayer de saisir, comment pouvoir saisir comparativement, à partir des rituels funéraires, quel style va caractériser une relation aux morts par rapport à une autre dans une société ou dans une autre. Eh ben, j'ai proposé donc de décaler un tout petit peu la perspective, non seulement pour pouvoir dire quelque chose de nouveau sur le funéraire en général, mais pour pouvoir rebrancher la question du fantôme. Cette proposition, c'est de voir les rituels funéraires comme des dispositifs pédagogiques. En fait, les rituels funéraires, ça sert à apprendre aux morts à devenir un certain type de personne. Donc, en effet, par des techniques d'oubli et des techniques de mémoire, on va ciseler la personne du mort de façon à l'encourager à occuper une certaine place, un certain rôle, et de façon à pouvoir communiquer avec les vivants selon un certain mode. Donc on va apprendre. Il y a beaucoup de sociétés, en Amazonie, dans l'Inde de l'Est, en Chine, dans la Chine impériale, dans lesquelles, à la mort d'un individu, la première préoccupation qu'on a, c'est de lui réapprendre une langue. Et de réétablir une langue avec cet être qui est imaginé souvent comme un être informe, un être laid, et un être dangereux. C'est au cœur de l'essai de Robert Hertz, dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est ce qui vraiment définit la nécessité de secondes obsèques. Mais il y a cette difficulté de la langue qui se pose à la communication entre les morts et les vivants, qui nécessite un apprentissage, vraiment comme on le ferait avec des enfants. Et ça passe souvent par des médiums, pour essayer de réétablir une langue commune, en fait. Mais réétablir une langue commune, c'est la première étape, ou c'est une des étapes possibles pour, en fait, cette entreprise plus générale de réétablir un terrain d'entente avec les morts, en fait. De réétablir une pragmatique relationnelle. Cette pragmatique relationnelle, elle peut prendre différentes formes, une variété de formes. Il y a des sociétés qui ne veulent rien avoir à faire avec leurs morts. Les pasteurs nomades mongols d'Orvut du nord-ouest du pays, où j'ai fait mes travaux ethnographiques, ils ne veulent pas entendre parler de leurs morts. Ils ne veulent surtout pas que leurs morts leur parlent. Donc tout le processus transformationnel pédagogique des rituels funéraires, c'est de prier les morts de façon très insistante, de leur foutre la paix et de débarrasser le plancher. On n'est pas du tout les seuls qui avons l'impression, parce que c'est pas vrai en fait, on n'est pas du tout les seuls qui avons l'impression de ne rien vouloir avoir à faire avec nos morts. Les Mongols ne supportent pas l'idée que les morts puissent continuer de les contacter en rêve, puissent en fait rester dans leur environnement quotidien. C'est pas le cas de toutes les sociétés. Vous prenez relativement proche des Mongols à vol d'oiseau, les Lolopos du sud-ouest de la Chine, que Eric Mugler a décrit superbement dans plusieurs livres, eux, ils ont un cycle funéraire de plusieurs décennies, presque de 30 ans, dans lesquels ils vont patiemment ciseler non seulement une mémoire du mort, mais en fait surtout un corps qui va être dispersé à travers le champ, le paysage, en fait, dans les champs, sur la place du village, dans l'espace domestique, pour justement attribuer aux morts un certain rôle dans la reproduction de la fertilité des récoltes et la reproduction des humains. Donc on va dire des poèmes aux morts, et sans la relation entre les morts et les vivants, le cosmos ne fonctionne pas chez les Lolopos. Et donc là, il faut non seulement leur apprendre une langue aux morts chez les Lolopos, il faut aussi leur réapprendre à s'émouvoir pour qu'ils reçoivent les offrandes qui leur sont faites, pour qu'ils soient émus par les poèmes et pour qu'ils acceptent de remplir leur part dans la reproduction du cosmos. La part des Lolopos, le rôle qu'ils ont à remplir, le rôle principal, c'est de copuler. On s'attend vraiment à ce qu'ils aient une activité sexuelle intense dans l'autre monde, donc on les met en couple, parce que c'est de la copulation des morts que dépend la naissance des vivants. Donc si les morts ne copulent pas, les vivants resteront stériles. Voilà, on les émeut et on les réamène à une sexualité qui sera cosmologiquement très conséquente. Voilà, donc des styles complètement différents, qui sont des styles d'éducation. En fait, les rituels funéraires, ce sont des dispositifs d'éducation par lesquels on encourage les morts à devenir un certain type de personne avec un certain type de compétences. Une fois qu'on a dit ça, la conclusion évidente arrive, c'est que, quels que soient les efforts que les vivants déploient pour que leurs morts deviennent un certain type de personne, il n'y a aucune garantie à ce que les morts se plient toujours à ce que les vivants attendent d'eux. Autrement dit, les sociétés déploient
des trésors de fiction et d'architecture et d'élaboration culturelle pour faire de leur mort un certain type de personnes et les assigner à un certain rôle, mais les morts, parfois, s'expriment, apparaissent, agissent hors des cadres qui sont prévus pour les accueillir. Et donc, plutôt que d'essayer de trouver l'équivalent à ce qu'on croit être, ce qu'on définit comme fantôme dans d'autres cultures, plutôt que de lancer la comparaison sur ça, on peut la lancer à partir de l'identification de cette situation, la situation de débordement. Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? La proposition anthropologique que je fais, c'est un fantôme, c'est un mort qui déborde, c'est-à-dire c'est un mort qui apparaît hors des cadres qui ont été prévus pour l'accueillir. Ça permet deux choses. Ça permet donc d'éviter l'écueil du langage, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés dans lesquelles le fantôme, c'est un mort tout à fait attendu. Il y a des sociétés dans lesquelles le fantôme, c'est un mort qui ne pose pas problème. Par exemple, dans l'Occident médiéval, ce qu'a très bien montré Jean-Claude Schmitt, c'est que le commerce entre les vivants et les morts, qui a été mis en route par l'invention du purgatoire, comme dirait Le Goff, à partir du XIIe siècle, ce commerce entre les vivants et les morts suppose, en tout cas admet de façon très sereine, le fait que les morts reviennent pour demander leur dû, en fait, des prières et la résolution de problèmes qui vont écourter leur séjour purgatoire. Autrement dit, être confronté à l'apparition d'un mort dans l'Occident médiéval, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Quelquefois, il peut vous remercier d'avoir bien fait les choses et que le séjour du purgatoire est en train de s'écourter. Mais les demandes qu'il va faire, ça vous permet, en tant que vivant, d'être sûr d'être en bon terme, en fait, d'être à jour dans vos comptes avec les morts. Et en tout cas, c'est pas quelque chose qui va fracturer votre monde. C'est le cosmos est en ordre quand les fantômes vous rappellent qu'ils sont au purgatoire, en fait. Pareil en Islande, dans le contexte où Christophe Pons a travaillé, et où il nous dit les fantômes sont aussi banals qu'un plateau de fruits sur une table. C'est ce que lui dit son interlocutrice. Et c'est une bonne nouvelle en plus. Hein. Quand un fantôme vient vous voir, ça veut dire que vous allez pouvoir renouer des liens avec une famille que vous aviez oubliée. Donc un fantôme vous apparaît, en gros, vous décrochez votre téléphone. Et vous dites, ah bah il y a machin qui m'est apparu, tout va bien. Ah oui, bah, il m'est apparu aussi, bon, qu'est-ce que tu en penses? Et donc on va prendre un café, ou je ne sais pas ce que boivent les Islandais dans ce cas-là, mais pour discuter du mort qui est apparu. Pareil en Chine. En Chine, chaque année, on va faire des rituels collectifs très importants pour le salut des amérantes. Il n'y a pas de rupture cosmologique dans l'apparition du fantôme. Ce que j'ai essayé de saisir comparativement, plutôt qu'une figure du fantôme qui s'appellerait toujours fantôme ou par un terme qu'on pourrait traduire par fantôme, plutôt que ça, ce que j'ai essayé de séduire, c'est une situation problématique dans laquelle, justement, l'apparition fait bouger quelque chose du monde. Fait bouger quelque chose du monde parce que, justement, met en difficulté les conditions dans lesquelles la société entendait se reproduire et la place à laquelle les vivants voulaient assigner leur mort. Donc c'est ce que tu disais un petit peu, et j'en finis du coup dans cette longue trajectoire dans laquelle tu m'as lancé, hein, c'est ta faute. C'est que, en effet, l'idée c'est de ne pas envisager le fantôme depuis le point de vue de la construction et de l'ingénierie sociale ancestralisante, duquel il est envisagé par les sciences sociales. C'est d'essayer de comprendre ce qu'est le fantôme en tant que phénomène humain, d'une manière générale. Phénomène qui, justement, est souvent asocial, mais qui est quand même universel. C'est-à-dire que partout, les fantômes débordent, partout, les morts débordent, mais chaque fois, d'une manière à la fois similaire et avec des conséquences très différentes sur le corps social. Et donc, c'est d'essayer de saisir les fantômes selon leurs propres termes, le débordement des morts selon leurs propres termes, et de voir comment les rituels funéraires sont des tentatives, en effet, de domestiquer une présence des morts qui est toujours déjà là, en fait. Les humains, d'une certaine manière, sont néantés. Il n'y a pas eu de moment où les morts n'existaient pas, où on a choisi de les inventer, et où, après, on a dû se débrouiller avec eux. En fait, le scénario un peu évolutif que tu proposes sur le temps long, de dire en fait l'humanité ne démarre pas avec les sépultures, comme on pourrait l'associer, mais dire ce problème du débordement des morts, en fait, il est
constitutif est probablement beaucoup plus ancien, quoi. C'est ça. Et c'est probablement un des premiers problèmes humains, quoi. Est-ce que c'est pas les morts qui nous ont incités à créer la culture? En tout cas, ce qui est intéressant, et j'espère que les archéologues dans la salle vont pas me jeter des pierres, mais si je suis imprécis, mais quand c'est que on a les premières traces de traitement funéraire humain, c'est 100 000, il y a 100 000 ans, les Néandertals et les Sapiens, je crois à peu près au même moment, commencent à apporter des soins à leurs morts. Alors déjà, c'est des soins ambigus, hein, parce que quand on parle des premiers soins funéraires, en général, le soin consiste à mettre le mort tout au fond d'une cave avec une grosse pierre par-dessus et parfois ligoté. Hein. Donc soin entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une manière de dire toi, on veut plus te revoir, quoi. Reste à ta place, quoi. Reste à ta place. Sapiens a émergé bien avant, il y a 100 000 ans. Donc il y a toute une longue période de l'existence de Sapiens en tant qu'humain dans laquelle il n'avait pas de rituel funéraire et où son activité symbolique, de production symbolique, était relativement discrète. En tout cas, on en a des traces beaucoup plus discrètes qu'à partir du moment, en effet, où on constate des soins funéraires. Donc qu'est-ce que c'était que cette existence humaine avant le funéraire? Est-ce que c'était une existence dans un monde dépeuplé, dans un monde qui n'avait aucune épaisseur d'invisible? C'est peu probable. C'est d'autant moins probable que les hominines, les ancêtres des humains, divers types d'australopithèques, diverses espèces d'australopithèques, ils n'avaient pas de soins funéraires, mais ils avaient quand même des soins mortuaires. On voit quand même des soins ponctuels apportés aux morts. Et le fait d'être conscient de la présence des morts et préoccupé par la mort de ses congénères, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans tout un tas d'espèces animales, plus ou moins proches des humains. Donc, c'est très probable, quand même, qu'on n'ait pas attendu d'apporter un soin funéraire pour que les morts peuplent notre monde. Donc, à ce moment-là, en effet, on a toujours été hanté par les morts. Il y a juste un moment où on a décidé de cadrer ça grâce à des dispositifs architecturaux, quoi. Donc, les fantômes ont toujours existé. Ce qu'on a créé avec la culture, c'est des ancêtres. Je veux bien qu'on fasse un petit détour. On reviendra sur toutes ces questions-là, puis certainement par la salle. Il y a aussi un aspect formel dans le livre, quelque chose qui est assez singulier, qu'on ne voit pas si souvent, ou d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'exemples, en réfléchissant, où tu t'autorises, où tu fais, entre les chapitres, des formes de texte un peu différentes, qui sont des intermèdes, où tu adoptes un style d'écriture légèrement différent, un peu moins marqué par la signature académique de ta formation et de l'argumentation, c'est tout celle que vous entendez là, qui était présent dans les intelligences particulières et que tu as renouvelé. Donc il y a deux intermèdes, trois même, pardon. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix? Qu'est-ce que tu penses que ça apporte et comment tu veux interpeller ton lecteur? Parce que c'est vrai que la nature même des matériaux avec lesquels tu travailles, c'est des histoires assez compliquées qu'il faut essayer de restituer. Comme le titre, leur donner une voix, et c'est moins simple avec des fantômes qu'avec de ces êtres qui surgissent dans la vie des gens, qui créent le chaos parfois dans des vies au long cours. Il faut trouver des techniques d'écriture. J'ai l'impression que c'est l'une des solutions que tu trouves là. Mais peut-être qu'il y a aussi autre chose que je n'ai pas perçu. Ouais. Non, c'est ça en effet. Et c'est difficile de mettre le doigt vraiment sur ce qui est permis par ces intermèdes. Mais il y a quelque chose dans l'interruption qui est intéressant aussi et qui est homologique avec le mode de manifestation des fantômes. C'est-à-dire que le fantôme, comme le parasite chez Michel Serres, c'est ce qui interrompt, quoi. C'est ce qui interrompt le cours de l'action. Et donc le fait de faire des intermèdes et de créer comme ça des interstices dans lesquels un autre type de langue et un autre régime descriptif peut se déployer. Je trouvais ça intéressant, mon éditeur trouvait ça intéressant, m'a encouragé à le faire. Et c'est quelque chose que j'avais testé dont j'avais testé les conditions de possibilité dans les intelligences particulières, où j'avais repéré que les fantômes posaient un problème de qualification et que les fantômes existaient à travers les récits qui en étaient faits, et que si je voulais si je voulais faire une description parfaitement symétrique des fantômes et laisser les fantômes, en tout cas étudier la façon dont les fantômes existent,
c'était difficile de le faire tout en moi-même occupant moi-même une position d'énonciation surplombante. Un peu comme les gens de la société de la recherche psychique. Un peu comme les gens de la société sur la recherche psychique. Et donc, je qualifiais ce qu'étaient les fantômes, académiquement, depuis un point de vue qui organisait les descriptions. C'est indispensable pour faire un livre académique, mais je voulais essayer de restituer des récits d'une manière qui soit absolument horizontale, c'est-à-dire sans surplomber, et en essayant de montrer comment le fantôme apparaît par la prolifération de récits concurrents, en fait. Et c'est ce que j'ai essayé dans ces intermèdes, en mettant au service de la description de l'apparition, en effet, des procédés d'évocation plus littéraires, quoi, et moins objectivement descriptifs, et plus sensibles. Donc d'essayer de rendre sensible ce qu'est une apparition et ce qu'est une maison hantée. Et donc là, j'ai utilisé le même dispositif pour faire autre chose, pour parler d'image. En fait. Il me semblait que l'image était importante pour la restitution de la façon dont les morts sont mis en place. L'image est un processus de cadrage, mais aussi pour comprendre comment les morts débordent. Donc. Et ces images, c'est pas forcément des images photographiques, c'est pas non plus forcément des images iconiques. Il y a toujours une image qui donne son ancrage à la description, mais c'est plutôt une manière plus imagée et plus évocatrice, encore une fois, d'étudier, de mettre en scène, de prendre en charge aussi le débordement des morts. Ça m'a permis aussi de revenir sur des choses plus douloureuses. Je vous ai parlé des disparitions des personnes qui m'étaient proches sur le terrain. Et il y a notamment une série de disparitions qui n'est pas envisagée comme une apparition de fantôme, comme un débordement de morts. Parce que justement, encore une fois, dans le nord-ouest de la Mongolie, on ne veut pas en entendre parler. Et même le fait que ça puisse être un fantôme n'est pas exprimé, quoi. Et donc ça pose la question de quelle voix trouvent les fantômes quand on ne leur donne pas la parole. Est-ce qu'on peut faire entendre une voix des fantômes dans des événements que la société elle-même se refuse à voir comme une apparition de fantôme et ça, c'est difficile à faire académiquement. C'est donc quelque chose que j'ai essayé de faire plus littéralement, c'est intéressant, plus littérairement, mais en fait plus littéralement, c'est-à-dire en n'essayant pas d'analyser, et en suivant le fil des événements et en essayant de montrer comment ils s'enchaînent, qu'on le veuille ou non, en fait. Et que les personnes victimes de ces enchaînements le veuillent ou non. Ces événements font suite, ces événements présentent une cohérence qui est l'expression de la voix des morts, quoi. En t'entendant, tu as écrit des choses que tu aurais bien aimé découvrir chez d'autres. C'est-à-dire ces formes de texte qui laissent aussi la possibilité de l'interprétation. Si tu en avais trouvé plus dans la littérature anthropologique, ça t'aurait facilité le travail comparatiste, ce genre de... Sans doute, oui. Après, peut-être que ça aurait moins stimulé l'effort de synthèse, quoi. Si ça avait déjà été dit, le livre aurait peut-être pas été indispensable. Mais voilà, c'est un livre que j'ai écrit vraiment, c'est une commande d'éditeur, c'est la première fois que ça m'arrive, et c'est une commande que j'avais prévu de remettre à plus tard pendant très longtemps, en me disant que j'étais pas encore capable de faire ce genre de synthèse, et tout d'un coup, c'est une idée, une expérience très agréable, tout d'un coup d'avoir une idée, de dire ah oui, je pourrais prendre le problème par ce bout-là, et de suivre le fil et de voir en fait, de découvrir un problème au fur et à mesure qu'on l'examine, alors que c'est un problème qui a été que j'ai étudié pendant 20 ans. Mais là, il y a un effet de redécouverte, des réorganisations de choses que j'avais lues, que je connaissais, et d'autres que j'avais remises à plus tard. Et il y a eu un effet de réorganisation du problème et un possible argument à émerger au fur et à mesure du livre. Donc, en gros, j'ai écrit le livre avec, les 3 premiers chapitres en tête, une idée d'un itinéraire dans les 3 premiers chapitres, et le 4e et la conclusion sont vraiment apparus au fur et à mesure de l'écriture, et se sont imposés à moi, en fait. De même que les intermèdes, en effet. Bon exemple de démarche un peu inductive, quoi, pas uniquement hypothético-déductive. Ouais. Est-ce que peut-être nous on parle à deux là comme ça, mais
On peut peut-être ouvrir un peu à la salle les questions qui certainement se posent. Est-ce qu'on a un micro qui circule? Ah oui, il y a celui-là. Merci pour cette découverte et cette ouverture là, que vous nous racontez. Je me demandais au début de votre propos, vous avez évoqué le fait que souvent c'était quelque chose de pas collectif, la manière dont étaient perçus les fantômes. Où est-ce que vous situez les apparitions de fantômes qui sont récupérées par dans les phénomènes religieux, en fait, parce que les apparitions que certains croient voir ou entendre sont présentées enfin, moi je connais bien que la religion catholique, malheureusement, mais et ça c'est quelque chose qui est presque de cet ordre-là, dans ce qui est dit par le clergé, mais je ne sais pas comment vous le situez, vous, par rapport à votre démarche. Oui, c'est une très bonne question. Je saurais pas répondre spécifiquement sur le domaine catholique parce que je le connais trop peu, seulement par expérience personnelle en effet. Mais c'est comment dire oui, voilà. Le problème qu'on n'a pas abordé, en effet, et qui demande à être abordé, que j'essaie d'aborder un petit peu dans le livre, c'est aussi de voir comment différentes sociétés réagissent à l'apparition de fantômes. Il y a donc la façon dont chaque société a un certain style de cadre qu'elle impose à ses défunts, mais il y a aussi la plasticité, le dynamisme, l'enthousiasme avec lequel une société ou une autre va répondre à cette sortie de cadre. Et là, il y a deux types de sociétés très différentes à travers le monde. Il y a les sociétés qui disposent de médiums et il y a les sociétés qui n'en disposent pas. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés dans lesquelles des médiums sont capables de donner une parole aux morts, des médiums ou d'autres types de spécialistes. Et il y a des sociétés dans lesquelles les morts doivent se débrouiller autrement pour se manifester aux vivants et faire comprendre ce qu'ils semblent vouloir, quoi. Donc il y a deux genres de sociétés différents, mais à chaque fois, ça correspond à utilisons encore ce mot, mais des dispositifs de domestication. C'est-à-dire que l'enjeu, ça va être comment domestiquer, recadrer, en fait, cette émergence hors cadre des morts. Et il y a des sociétés, encore une fois, qui ne veulent pas en entendre parler, donc qui mettent la poussière sous le tapis. Dans le nord-ouest de la Mongolie, quand un mort apparaît, on dit qu'il n'est pas apparu, ou on dit qu'il apparaîtra plus, et on ne veut pas en savoir plus. Chez les Soras de l'Est de l'Inde, qui ont été décrits par Piers Vitebsky, il y a un intermède qui est consacré à eux. Avant qu'ils soient convertis au protestantisme évangélique, ils avaient des médiums qui permettaient d'aller au fond du problème, c'est-à-dire de vraiment interagir avec les morts jusqu'à ce qu'ils acceptent d'arrêter de perturber les vivants. Donc il y a deux tactiques, en fait, opposées. Il y a une polarité, mais entre deux... Pardon. Il y a tout un continuum entre deux pôles de tactique, plutôt de stratégie. La première, c'est de désinstaurer les morts. Quand les morts s'instaurent hors des cadres qui étaient prévus pour leur existence, on les vide de leur substance. Ou au contraire, on va leur donner de la substance, beaucoup de substance, pour en faire des vrais points d'ancrage de l'ingénierie sociale, pour qu'ils puissent donner prise à des pratiques collectives. Et donc, en général, à ce pôle-là, il y a des médiums. On a besoin de médiums pour leur donner un corps, en fait, pour leur redonner un corps à ces apparitions fugaces, ces espèces d'ombres. On va leur donner un corps pour les exposer à l'action sociale. Ou alors, on va les faire disparaître en temps-combre pour que on les oublie au plus vite, quoi. Donc, la stratégie catholique est peut-être entre les deux, c'est-à-dire que il y a certaines apparitions qu'on va institutionnaliser, quoi. Donc, on peut parler des apparitions mariales. Je crois que Jean-Pierre Albert est parmi nous. Mais c'est des choses qui sont justement
institutionnalisable sous certaines conditions en tant qu'apparition, justement. Est-ce qu'on va choisir, est-ce que l'Église va accepter de donner corps à cette apparition, ou au contraire va la désubstantifier pour la faire disparaître? Dans la culture haïtienne, dans laquelle donc on promène le cercueil du mort pour l'égarer, pour que surtout il ne revienne pas dans le village, quelle est la place des zombies? Parce que les zombies, c'est pas exactement des fantômes. Est-ce que vous êtes penché sur les zombies? Pas vraiment, non. C'est un dossier qui est compliqué. Je m'y suis intéressé, hein, mais j'aurais pas de paroles expertes à partager. En effet, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est au croisement de différents imaginaires et ça a été beaucoup repris et parfois emmené dans des directions qui rendent le problème encore plus compliqué, quoi. La mémoire de l'esclavage, par exemple. La mémoire de l'esclavage, l'imaginaire du poison et de l'empoisonnement et l'imaginaire de l'au-delà et du retour des morts. Donc le retour des morts est une des composantes de ce qui se joue dans le zombie. Et en effet, ça condense d'autres phénomènes qui en font un retour des morts particulièrement complexe, quoi, un cas un petit peu délicat. Donc si d'autres personnes sont spécialistes du zombie haïtien, sans doute vous, peut-être que vous avez des choses à partager. C'est un des contextes, peut-être un petit peu comme au Vietnam, où le fantôme, mais sous une forme donc très peu fantomatique, très corporée, prend une épaisseur sociale et participe à la reproduction du corps social. Où vraiment le fantôme, donc en tant que zombie, qui n'est pas exactement un fantôme, donc comme vous le disiez, le zombie est partie prenante d'un certain rapport à l'histoire et d'une reproduction du corps social en relation avec cette histoire. Donc c'est un cas très important, mais justement délicat. Je ne voudrais pas dire trop de bêtises, plus que j'en ai déjà dit là. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit par rapport aux origines, à cette question du débordement des morts qui serait présent depuis le début de l'humanité. Vous avez parlé de gestes mortuaires qu'Australopithèque aurait eu. Est-ce que vous avez par hasard un exemple, un site? Ça m'intéresserait de savoir. Oui, les sites, je les ai pas en tête, mais il y a ce très beau livre de Paul Petit, P-E-2-T-I-T, qui est assez récent. Le titre m'échappe, c'est en anglais, mais c'est sur les mortuary. Lui, il propose de distinguer les pratiques mortuaires des pratiques funéraires. Et il dit, effectivement, les pratiques funéraires, on sait bien les dater et tout ça. Les pratiques mortuaires, c'est-à-dire ces gestes plus ponctuels de soins qui ne se projettent pas dans le temps vis-à-vis des défunts, qui sont des soins ponctuels, mais qui ne sont pas des soins de placement en vue de la création d'une balise qui sera un point d'ancrage pour des pratiques dans le futur et tout ça. Ces soins mortuaires existent chez certains australopithèques, notamment chez les Afarensis. Apparemment, il y a un site dans lequel on voit des corps qui ont été alignés et qui témoignent d'un soin mortuaire très ponctuel. C'est-à-dire que juste à leur mort, on les a placés d'une certaine manière, et puis après, on est parvenu à cet endroit, quoi. Et il y a aussi des traces, là je crois chez des hominines plus anciens, de cannibalisme. Alors, est-ce que ce cannibalisme était un cannibalisme d'alimentation, ou est-ce qu'il était associé à une certaine pratique de soins des morts? C'est difficile à savoir, évidemment, mais il donne des arguments pour dire que ça semble témoigner d'une préoccupation pour le défunt. Et ce cannibalisme, on le voit aussi chez certains primates. Les gorilles
pratiquent ce cannibalisme enfin mangent certains de leurs congénères, notamment dans le cadre de remplacement des chefs du groupe de gorilles. En général, celui qui remplace mange le précédent, ce qui est une pratique funéraire comme une autre, quoi. En tout cas, une pratique mortuaire comme une autre. Encore une fois, les pratiques de désécration des morts sont aussi des façons de les traiter en tant qu'êtres, en fait, et déjà le signe de pratique mortuaire. Bon, j'ai le micro, alors je parle. Bonjour et merci beaucoup. Moi, j'ai pensé à deux choses. Je ne sais pas du tout si c'est en rapport avec ce dont vous parlez, mais quand vous parliez des ancêtres qui aidaient à construire la société, etc., j'ai pensé à la psychogénéalogie. Et je me demandais s'il y avait un lien, si vous faisiez des liens, et alors quel était le rôle des fantômes et des ancêtres, voilà, les uns et les autres. Et la deuxième chose, si je peux me permettre, c'est, vous avez parlé d'une sensibilité particulière de certaines personnes, et je voulais savoir si vous faisiez un lien là aussi avec ce qu'on appelle HPE maintenant, au potentiel émotionnel. Voilà, merci. Merci. Je serais très heureux de lire des références qui feraient ces liens, parce que je n'ai pas les compétences de le faire. Je suis très ignorant en psychologie. Mais la tentative la plus évocatrice que j'ai rencontrée de mettre la psychologie transgénérationnelle au service d'une compréhension des phénomènes de hantise, c'est le livre de Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle, que j'ai trouvé vraiment bouleversant, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et que j'ai relu en fait. La première fois, je n'étais pas rentré dedans, et à partir du moment où je suis rentré dans le livre, je l'ai trouvé bouleversant, et en plus saisissant dans les pistes comparatives qu'il offrait avec d'autres situations comparables dans des contextes très différents. J'ai une collègue qui a travaillé sur des populations mongoles qui, elles, ont des chamans et se préoccupent d'entrer en relation avec leurs morts, contrairement donc, aux pasteurs nomades du Nord-Ouest chez qui j'ai travaillé, et qui raconte l'histoire, la quête généalogique d'une femme qui a perdu coup sur coup la plupart de ses frères et sœurs, après une enfance extrêmement difficile, des parents qu'elle a perdus assez jeunes, etc. Donc des morts vraiment en série, mais en série industrielle dans sa généalogie, et qui va chercher les traces des morts dont ces morts sont le résultat, quoi. Et donc qui fait une enquête généalogique qui est extrêmement similaire à celle qu'entreprend Camille de Toledo, et qui a des résultats relativement similaires, c'est-à-dire de mettre en relief des échos qui se répètent d'une génération à l'autre, sans que les récipiendaires de ces échos en soient forcément conscients, et qui pourtant héritent de choses dont ils ne sont pas conscients. Donc j'essaye de faire ce rapprochement entre Camille de Toledo et l'enquête généalogique de cette femme. C'est le plus loin que je vais dans les terres de la psychologie transgénérationnelle, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est quelque chose que j'ai l'intention de mieux connaître, mais voilà, chaque chose en son temps. Notamment parce que un des enquêteurs auxquels je vais m'intéresser à la Société pour la recherche psychique est un psychanalyste qui psychanalyse les fantômes et qui montre comment les fantômes sont des êtres apparus et donc visibles par tous, qui émanent de refoulements généalogiques, quoi. Donc il y a là vraiment la promesse de réexaminer la psychologie transgénérationnelle et la psychanalyse à la lumière d'un personnage de fantôme vraiment sonnant et trébuchant. Et l'autre question que vous aviez posée, tu me le rappelais ? Oui, ouais, bah pareil. Alors là, pour le coup, j'ai aucune compétence pour vous répondre. Bonjour. Je trouvais très intéressante votre définition donc, du fantôme comme débordement, et en même temps, comment est-ce que vous reliez ça à des formes sociales de la spectralité, comme le Diebook, comme le Poltergeist. Enfin, il semble y avoir des normes de transgression là aussi. Donc j'avais une question là-dessus. Et une autre question, dans les cas où il y a plusieurs cultures qui coexistent, est-ce qu'on a des cas de transgression culturelle ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un Diebook dans une famille chrétienne ? Enfin, des choses comme ça. Enfin, est-ce que vous avez des cas de liminalité comme cela ? Alors la première question,
justement, l'enjeu après de l'analyse ethnographique, c'est de voir comment la transgression est domestiquée. Et là, encore, différents styles. C'est le sens de la réponse à la première question. On a donc différentes institutions qui permettent de recadrer les débordements. Encore une fois, si les humains sont nés hantés, ils ne sont pas nés de la dernière pluie et ils ont l'habitude, ils ont une habitude plus ou moins institutionnalisée de faire face à ces débordements. Et quand on a des médiums, encore une fois, les médiums sont parfaits pour gérer les débordements. Parce que même quand il y a des médiums disponibles qui peuvent donner une parole aux morts, il ne faut pas croire que les morts ne débordent pas. Même dans les contextes où ils ont la plus grande liberté de s'exprimer comme ils voudraient, et surtout où une personne semble avoir la main sur la façon dont les morts peuvent s'exprimer, on pourrait penser que du coup, là, c'est toujours pré-domestiqué. Non, les médiums sont régulièrement débordés par une parole des morts qui restitue eux-mêmes. C'est très classique dans l'ethnographie de voir ça. Seulement, les médiums, ils arrivent en général toujours à réintégrer dans le même temps presque le débordement qui se manifeste au sein de leur propre rituel. Quand il n'y a pas de médium, en effet, il y a différentes institutions, différents termes, différentes cosmologies, différentes pratiques narratives, différentes croyances qui permettent de refictionnaliser, recadrer, réintégrer et remettre au service de la société ces débordements spectraux. L'autre bout du spectre de ça, c'est ce que je disais, c'est les moments où la figure du fantôme est carrément toujours déjà pré-institutionnalisée et où les fantômes sont mis au service de la reproduction sociale. Et donc, ne sont pas vraiment des débordements, sont plus vraiment des débordements. C'est-à-dire dans l'Occident médiéval, par exemple, ou dans d'autres contextes où le fantôme est un personnage et un devenir souhaité du mort. Presque on l'encourage potentiellement à devenir un fantôme. Le fantôme est une des manières dont il peut exister dans l'au-delà. Mais même quand on offre la possibilité à un mort de devenir fantôme selon certains termes, il n'y a aucune garantie qu'il va accepter d'être le fantôme que la société espère qu'il soit. Et le fantôme ne cesse d'être intempestif, en fait. Le mort déborde même des cadres débordants qu'on avait prévus pour lui. On lui dit, c'est un petit peu comme un enfant à qui on dit mais tu peux dire des gros mots, mais seulement aux toilettes. Moi, c'est ce qu'on me disait quand j'étais... évidemment, c'est pas qu'aux toilettes que je débordais, quoi. Le grand plaisir était de pouvoir dire des gros mots ailleurs qu'aux toilettes. Les morts, c'est un petit peu pareil. On leur dit, tu peux déborder là, hein. Déborde là, dans ce carré-là, tu peux tout à fait déborder, tu peux devenir un fantôme. Le propre du mort, c'est d'être un fantôme ici, quoi. Oui, pardon, donc ma mémoire est en train de faillir. Sur les contextes transculturels, alors, de fantômes, oui. Il y a une histoire que j'essaye de raconter, dépliée dans le dernier chapitre, qui parle de l'irruption d'un fantôme dans un contexte indien, colonial, où une famille anglo-indienne qui adopte un enfant qui est visiblement hanté par ses parents défunts, refuse l'irruption du fantôme et refuse de prêter foi à l'existence du fantôme, mais doivent se confronter à ce fantôme qui vient des profondeurs de la généalogie de l'enfant et qui provoque des choses vraiment, pour le coup, indéniables, enfin je veux dire qu'ils ne peuvent pas balayer d'un revers de la main, c'est-à-dire que les jouets de l'enfant volent à travers la pièce, l'enfant est pris de comportements extrêmement difficiles, et la mère de l'enfant, anglaise, voit donc les fantômes qui hantaient le fils et qui hantaient la famille du fils avant. Et les voit selon des modalités qui n'étaient pas les modalités anglaises, en fait. Et donc, ils doivent être confrontés en tant que sujet sceptique de l'empire colonial
parce que le mari indien est lui très volontaire pour vraiment incarner les lumières de l'empire colonial et vraiment balayer les superstitions qui affectent ses congénères qui ne sont pas éduqués, hein, c'est ce qu'il dit. Ils doivent prendre en charge ces fantômes qui ne sont pas les leurs en fait, et qui ne sont pas les leurs familialement, mais qui ne sont surtout pas les leurs culturellement. Et donc dans les situations coloniales, on voit beaucoup ça, où en effet des colons qui auraient voulu imposer un monde débarrassé des fantômes des populations colonisées, en fait se retrouvent eux-mêmes confrontés à ça et doivent le prendre en charge. Est-ce que des sociétés très scientifiques et techniques comme la nôtre laissent encore un peu de place aux fantômes? Parce que vous avez fait vos recherches en Mongolie, vous évoquez les Achuars en Amazonie, je ne sais pas où c'est exactement, la société coloniale, mais quid ici, à Toulouse ou ailleurs en France ou dans tout autre pays d'Occident par rapport à tout ce que vous évoquez? On fait beaucoup d'efforts depuis le XVIIIe siècle pour se représenter à nous-mêmes comme une société désenchantée. Et c'est un gros travail parce qu'on l'est assez peu. Il y a des moments où on a été très explicitement intéressé par la vie des fantômes dans notre environnement, quoi. On parle souvent du 18e et tout ça. La période qui va de 1850 à 1950, c'est un siècle intensément spiritualiste. C'est un siècle dans lequel à peu près tout le monde fait tourner les tables, scientifiques ou non. On va dire oui, des scientifiques un peu perchés, il y en a eu partout. C'est Henri Bergson, c'est Pierre et Marie Curie, c'est Richet. C'est des gens qui... c'est pas qu'ils étaient persuadés que les esprits étaient parmi nous. C'est des gens qui se disaient, en fait, pourquoi pas ? On ne connaît pas du monde tout ce que... Enfin, il y a des choses du monde qu'on ignore et qui méritent exploration scientifique. Et donc, les esprits scientifiques, pas tous, hein, mais un certain nombre d'esprits scientifiques se sont penchés sérieusement sur l'existence des spectres, du paranormal, et la société européenne, américaine, très largement, s'est préoccupée des présences des morts et de la communication avec les morts. Donc c'est quelque chose dont on est sorti il n'y a pas si longtemps, hein. Jusqu'à 1950, c'était beaucoup plus facile de trouver un médium au coin de la rue. Et c'était beaucoup plus facile de communiquer avec les morts. Et c'est quelque chose, en effet, dont on s'est coupé assez brutalement dans les années 50, à partir des années 50, moins en Angleterre, où les églises spiritualistes demeurent. Et donc, la Société pour la recherche psychique existe toujours. Et une des expériences que j'ai eues en postdoc, c'est au Trinity College de Cambridge d'être interviewé par des chercheurs psychiques qui me demandaient ce que je faisais en tant qu'anthropologue de l'existence des fantômes, quoi, et qui n'étaient pas tout à fait satisfaits. Donc c'était des mathématiciens, des physiciens, et qui n'étaient pas tout à fait satisfaits de la posture de je les étudie comme croyance. Il voulait que j'aille un tout petit peu plus loin sur les méthodes qu'on pourrait mobiliser ethnographiquement pour les étudier comme des faits d'expérience. Et pas pour les prendre, encore une fois, pour argent comptant, mais pour arriver à distinguer dans le flot des témoignages qui nous arrivent ce qui est de l'ordre de la déviance psychologique, selon eux, ou ce qui est de l'ordre potentiellement d'un fait. Donc eux, ils sont très intéressés par faire la part des choses. En tant qu'ethnographe, je ne suis pas du tout intéressé par faire la part des choses. À partir du moment où ça existe socialement, ça m'intéresse. Mais je ne suis pas donc le seul scientifique en tant qu'anthropologue à m'intéresser aux fantômes aujourd'hui. Et c'était encore moins le cas avant les années 50. Donc on est une société beaucoup plus enchantée que ce qu'on pense. Et pas seulement parce qu'on se réenchante. Je ne crois pas trop au réenchantement du monde aujourd'hui. Je pense par contre à la reconfiguration. Je crois par contre à la reconfiguration de nos relations avec le mort. On est dans un moment extrêmement intéressant de notre histoire funéraire, dans laquelle ce qui était l'évidence du protocole funéraire, l'évidence funéraire est en train de se dissiper.
L'évidence funéraire, c'est celle qui s'était imposée au début du 19e avec le cimetière sur le mode du Père-Lachaise et avec l'établissement de la tombe individuelle comme grammaire de base du placement des morts. Et ce qui allait, en effet, avec une espèce de distanciation et de mise sous la coupe de l'État de l'existence des morts, de la nation. Et aujourd'hui, c'est en train de voler en éclats. Et de la même manière que nos sépultures, les modes de sépulture sont en train d'être complètement reconfigurés, notamment par la diffusion de l'incinération, mais pas seulement. De la même manière que ça, c'est en train d'être complètement reconfiguré. On est un petit peu dans un moment de suspension et de réflexion critique sur qu'est-ce qu'il faudrait faire de nos morts. Comment nos morts existent? Est-ce qu'il faut croire à l'existence de nos morts? On n'est pas sûr, en fait. Et on est en train de se demander ce qu'il faudrait faire. On est en train de regarder aussi d'un œil différent ce que font nos voisins, et c'est là où l'anthropologie peut-être est intéressante, pas pour dire il faut faire comme les Achuars, mais pour montrer en effet qu'il y a différentes options possibles et qu'on n'est pas du tout attaché à une modalité de relation avec les morts ou à une autre, et que c'est des choses qui partout évoluent historiquement. Et là, on est à un moment où c'est en train d'évoluer historiquement. Je ne sais pas ce que seront nos pratiques funéraires dans 20 ans, et je trouve ça assez réjouissant, en fait. C'est une des rares choses qui est réjouissante dans notre monde contemporain. Une des rares choses dont on peut avoir hâte, c'est de constater ce que vont devenir nos morts dans un avenir proche. Je pensais à ces existences numériques. Là, moi, j'ai régulièrement des suggestions d'amis sur Facebook, y compris de gens qui sont morts, quoi. Donc ils continuent d'apparaître. Alors c'est un cas particulier, mais c'est des morts qui débordent. Et comment on met fin à nos existences qui sont dans la toile, c'est pas si évident que ça. C'est ça. Et est-ce que le monde numérique pourra être un moyen de cadrage des morts ou pas? Est-ce qu'au contraire, ça va être un lieu de débordement? Ça sera sans doute les deux. Sur ça, le travail de Nicolas Nova, Persistance du merveilleux, est très très beau. C'est aussi quelqu'un qui vient de disparaître et qui nous laisse cette œuvre qui est disparue très jeune et qui avait déjà cette œuvre autour justement de l'enchantement continu de la technologie, quoi. Le fait que nos technologies sont enchantées, pas parce qu'elles se sont réenchantées récemment, mais parce que la technologie n'a été qu'un moyen d'enchanter le monde, en fait. Il le documente très bien. Persistance du merveilleux, c'est un très beau livre. Nicolas Nova. Si encore une question, c'est la dernière. Hop. Comment est-ce que les personnes vivantes que vous avez rencontrées qui expérimentent ces situations de débordement des morts, comment ils vivent ces situations, comment ils les interprètent et qu'est-ce qu'ils en font? Ça dépend. C'est vraiment... Je ne veux pas m'arrêter à cette réponse-là, mais fondamentalement, ça dépend. Surtout si vous prenez ça à l'échelle individuelle. Mais c'est intéressant, ça permet de réinsister sur le fait qu'on peut chercher en tant qu'anthropologue à décliner des styles de relation aux morts d'une culture à l'autre et d'un état culturel historique à l'autre. Ça varie quand même individuellement. Et selon sa sensibilité, à tous les sens du terme, sa sensibilité à l'apparition des morts, mais aussi sa sensibilité vis-à-vis de ces questions, selon son histoire personnelle, on va réagir différemment à la possibilité de l'apparition des morts, à leur apparition effective, et à la place que les protocoles funéraires ordinaires, officiels, cherchent à leur donner. Donc il y a une grande variation individuelle de la relation aux morts, mais il y a encore plus de variation individuelle de la relation aux fantômes. C'est quelque chose, en effet. Et c'est ça qui, d'emblée, compromet possiblement l'analyse sociologique. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il y a trop de variations individuelles des attitudes vis-à-vis des fantômes pour accrocher une comparaison solide, robuste à ça. Et le pari du livre, c'est d'essayer de contourner le problème de la variation individuelle en réancrant donc, la question dans celle du débordement, et donc du débordement du funéraire, et de se dire que la variation individuelle est intéressante aussi socialement en tant que telle. Que le fait que ça puisse déborder individuellement pour certaines personnes sans que ça pose de problème ou en étant ignoré par la société dans son ensemble, c'est aussi quelque chose d'intéressant et qui mérite d'être pris en charge, quoi. J'ai l'impression qu'on a peur de déborder, non pas des morts, mais de déborder du temps. Il reste à te remercier chaleureusement pour cette Merci. discussion. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la thématique À l'écoute,
du festival L'Histoire à venir du 15 au 18 mai 2025 à l'initiative de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.